Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va venir résumer le septième article pour le contrôle continu d'attribution causale et de perception des personnes. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un article de Kim et collaborateurs publié en 2004. Là, il ne s'agit pas du même Kim que celui de Anne et Kim en 2022. Et il y a un tout dernier article après celui-là où c'est encore un autre Kim. Donc en fait, c'est trois Kim différents. Voilà. Au début, je croyais juste que voilà, notre prof était fan d'un certain Kim, mais non, c'est trois Kim différents. Donc, fin de cette parenthèse, on rentre tout de suite dans le vif du sujet et on va parler du cadre théorique du coup de cet article de Kim et collaborateurs en 2004. Et donc en fait, le cadre théorique c'est tout simplement autour de la confiance d'un individu envers quelqu'un d'autre ou envers une organisation. Et on cherche en fait à comprendre comment on peut réparer une confiance qui aurait été atteinte. Car effectivement, la confiance a en fait pour une organisation, pour une personne, de nombreux bienfaits. On peut par exemple penser aux travaux en groupe, où il est mieux que l'on se fasse chacun confiance, chacun fait sa partie, indépendamment, plutôt que chacun aille fouiller dans le travail de l'autre. Ce qui va venir finalement ralentir les choses. Et finalement, une fois que cette confiance a été, disons, réduite, on peut dire en fait qu'il s'agit d'attentes qui ont été violées, entre guillemets. Alors là, je vais dire beaucoup ce mot-là, donc j'espère que je vais pas me faire censure, quoi, censurer. Mais donc bref, quand on a des attentes qui ont été violées, entre guillemets, ça fait une diminution de cette confiance. Donc on a forcément des attentes envers quelqu'un, envers une organisation, on a des attentes envers lui. Et si malheureusement ces attentes ne sont pas... Enfin, on ne répond pas à ces attentes ou qu'elles sont violées, une transgression plus alors, et bien on va diminuer cette confiance, ce qui va donc engendrer au contraire une augmentation de la méfiance. Alors ils ont défini la confiance comme une sorte de mise en vulnérabilité volontaire face à quelqu'un euh, parce qu'on est persuadé en fait que cette personne en fait va agir, avoir des comportements en fait, disons, à des intentions bénéfiques quoi. Donc on peut prendre l'exemple de, on peut faire confiance à quelqu'un au sens où on se met en position de vulnérabilité, par exemple on peut faire confiance à une personne qu'elle leur rende le devoir. Donc le risque en fait, on est en position vulnérable au sens où si elle ne fait pas ce que j'attends d'elle, il va y avoir un problème, je vais être dans une mauvaise situation au sens où si elle ne rend pas le devoir que nous avons fait, forcément il va y avoir des conséquences plutôt néfastes. Et donc en fait cette confiance, il y aurait un peu deux parties, il y aurait la partie où on a des croyances sur la dignité de confiance de la personne, donc autrement dit, est-ce que cette personne est selon nous pardon, digne de confiance. Et on a les intentions sur la dignité de confiance, donc en fait en anglais c'est trust belief et trust intention, pardon. Et j'avoue qu'en traduction française, j'ai j'ai un peu eu des difficultés pardon, à bien traduire quoi. Donc j'ai mis ça, je trouve que c'est pas ouf. Sinon il y avait croyance de confiance, intention de confiance. J'étais pas trop fan donc bref, dans tous les cas il y a la partie croyance où est-ce qu'on croit que cette personne est digne de confiance et la partie intention où si on a l'intention en fait de tester cette confiance, l'intention de se mettre en position de vulnérabilité. Comme dans l'exemple cité maintenant un petit instant. Alors d'après McKnight et collaborateurs en 98, donc là c'est toujours dans le cadre théorique, la confiance pourrait en fait s'établir rapidement entre deux personnes, disons, plutôt inconnues, qui ne se connaissent pas bien avec peu d'interactions, au sens où on aurait une sorte de pensée en fait, où on aurait un postulat comme quoi la personne est digne de confiance, jusqu'à preuve du contraire. Bien évidemment, la confiance aussi, elle n'est pas directement à son paroxysme, elle augmente aussi au cours du temps d'après d'autres études. Alors on pourrait en fait, entre guillemets, violer cette confiance, donc autrement dit ne pas répondre aux attentes, de deux façons différentes. Ça serait soit intentionnellement pardon, soit en négligeant en fait les attentes
de la personne. Donc par exemple, pour le devoir à rendre, la personne oublie que ah oui, elle m'avait demandé de rendre son devoir, on néglige cette attente, et puis derrière, voilà. Il y a peu de chances que ce soit intentionnel, qu'en fait, tu fasses exprès de ne pas vouloir rendre le devoir juste pour le mettre dans l'embarras, quoi. Encore une fois, c'est encore l'exemple du devoir à rendre, quoi. Mais ça, c'est pas dans le cas de théorique, c'est juste pour un peu donner un exemple plus clair, en fait. Alors parfois, ce qui est possible aussi, c'est une diminution de cette confiance, alors qu'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas vraiment de fait, il y a juste des fausses allégations. Donc c'est basé sur la croyance, on croit que la personne euh, a fait un acte qui vient violer la confiance. Donc c'est même pas une certitude, c'est juste une croyance. Et c'est là qu'on appelle ça une fausse allégation, parce que ça peut être une fausse croyance, tout simplement. Et malgré que ce soit une fausse croyance et qu'il n'y ait vraiment aucune preuve que l'individu d'en face ait commis cet acte, et ben cet individu, qui on peut donc parler d'accusé, il va quand même devoir retirer le soupçon, même si en fait il n'y a juste aucune preuve qu'il ait réellement fait ce comportement. Et donc justement, dans cet article, il va y avoir des travaux, enfin les travaux vont s'axer, je sais pas si ça dit, autour de la réponse au soupçon. Donc en fait, face à un soupçon, on aurait deux types de réponses possibles face à un soupçon d'une violation de confiance. Donc on pourrait soit s'excuser, soit être dans la dénégation. Donc autrement dit, le déni. Donc dans l'excuse, en fait, donc c'est toujours dans les définitions, dans le cadre théorique, j'invente rien, hein. Donc l'excuse, il y a vraiment une idée de où la personne est responsable, elle avoue qu'elle est responsable de son acte, et elle avoue aussi qu'elle a des regrets. Contrairement au déni, où en fait, on vient très clairement dire à la personne que non, en fait, ton allégation est fausse. Euh, Ce que tu penses là sur ce que j'ai fait, c'est faux, j'ai jamais fait ça, par exemple. Et donc là, ça engendre au contraire aucune responsabilité et aucun regret. Et donc en fait, ces différentes réponses possibles, excuse ou déni, auraient une influence sur la confiance, donc la confiance future, suite après à cette supposée violation. En effet, hein, les regrets, en fait, quand on avoue avoir des regrets, on dit en fait un peu implicitement qu'on n'a pas l'intention de recommencer ce qu'on a fait. Et donc ça serait dans certains cas très réparateur de confiance, entre guillemets, euh, de donner cette intention de ne pas recommencer. Il y avait l'exemple des agresseurs où en fait, lorsque un agresseur s'excusait devant sa victime, ça réparait, entre guillemets, c'est vraiment très relatif, hein, ça répare, entre guillemets, la confiance entre la victime et l'agresseur, c'est vraiment très relatif, quoi. Alors, bref, c'était plus efficace que cette réparation était plus efficace que si l'agresseur disait ouais non j'ai jamais fait ça, je t'ai pas agressé. Voilà. Là c'est difficile de. Parfois c'est un peu dur de nier quoi. Alors en fait cette efficacité de l'excuse, en fait ça dépendrait d'un ratio, enfin, d'une part de bénéfice et de coût. Donc déjà à la base, l'excuse, enfin bénéfice-coût pardon oui. Donc les bénéfices c'est tout simplement la part de rédemption et le coût c'est la part de culpabilité finalement. Donc dans l'excuse, on a beaucoup de rédemption, on a beaucoup de culpabilité. Donc rédemption, c'est quand on dit je regrette, je ne recommencerai pas. Culpabilité, c'est quand on dit oui, je suis bien responsable de mon acte. C'est bien moi qui ai commis ça et je l'ai fait, je m'en excuse quoi. Alors que dans le déni, en fait, les deux, le bénéfice et le coût sont plutôt faibles au sens où il n'y a pas de rédemption. Donc quand tu dénies, tu ne dis pas que tu ne vas pas recommencer justement. Donc quand tu dénies l'allégation, tu dis qu'elle n'existe pas, qu'elle est fausse. Et donc, ça ne dit absolument pas que tu ne vas pas recommencer cette fausse allégation. Et donc la culpabilité, oui, donc dans la rédemption, pardon, et donc il n'y a pas du tout de regret. Euh, Attendez, donc la rédemption. Et donc la rédemption, c'est les regrets, donc il n'y a pas de rédemption lorsqu'il y a du déni, parce que la personne ne regrette pas, parce que pour lui, ça s'est pas passé. Pour lui, cette, euh, cette violation de la confiance est fausse.
et donc il n'est pas non plus responsable, donc il a peu de culpabilité. Et donc en fait, parfois, donc d'après, je sais plus quelles études, mais c'est dit dans le cadre théorique, parfois lorsque les excuses mettent en avant trop la partie culpabilité, ça viendrait diminuer les effets en fait. Donc là, j'avoue que le cadre théorique est quand même vachement important. Alors au contraire, le déni, ça pourrait apporter, ça peut avoir une partie positive. Donc par exemple, ça peut donner le bénéfice du doute à l'accusé. Donc, bah, c'est vrai, je suis pas sûr à 100%, donc on va faire comme s'il n'avait rien fait. Mais justement, au contraire plutôt, la rédemption est faible, ce qui signifie qu'en fait, il y a un risque de recommencer euh, ce, cette supposition de viol de la confiance. Et ce risque de recommencer, qui est du coup interprété par le parti méfiant, comme ils disent dans l'article, et bien justement, ça vient augmenter cette méfiance. Alors après là-dessus, donc sur les bénéfices parfois du déni par rapport aux excuses, il y avait une petite expérience qu'ils avaient parlé dans le cadre théorique toujours, c'est de Seagal et collaborateurs, donc je ne sais pas si c'est la Seagal qu'on connaît. Et donc c'était avec des politiciens, où en fait, ils étaient accusés d'avoir eu des inconduites. Donc inconduite, c'est au sens, c'est une conduite immorale, entre guillemets. Donc en gros, ils étaient accusés d'avoir fait des, disons, des transgressions sexuelles ou financières. Donc par exemple, je sais pas, de l'évasion fiscale ou peut-être des agressions sexuelles, des choses comme ça. Et en fait, le politicien, il avait plus de votes, il était jugé comme plus honnête, plus éthique et plus digne de confiance si en fait il, euh, il faisait une dénégation. Donc si en fait il posait un déni de cette inconduite. Donc là, ce qu'on voit, c'est que parfois l'excuse est meilleure que le déni, parfois le déni est meilleur que l'excuse. Et donc là, toujours dans la poursuite de leur raisonnement logique, ça dépendrait du type de violation. Et là, ils viennent nous dire deux types de violations différentes. On aurait les violations de confiance par intégrité et par compétence. Donc là, il y a un petit lien avec un petit article de nouveaux collaborateurs dont j'ai fait il y a au moins 2 semaines, il me semble. Et attendez, il faut pas que je me perde. Confiance et attente. Ah oui, d'accord, oui, oui, d'accord. Donc il y aurait une confiance d'intégrité et une confiance en la compétence de la personne, une confiance en son intégrité. Et cette confiance apporterait forcément des attentes. Donc on attend que la personne en face de nous soit intègre, on attend que la personne en face de nous pardon, soit compétente. Donc voilà. Donc la confiance apporte forcément des attentes. Donc j'avais un peu mal brouillonné mon truc, ce qui fait que j'ai un petit peu ralenti, j'ai un peu fait un blanc quoi. Alors en fait là, c'est la dernière petite part du cadre théorique. On va bientôt pouvoir sortir de ce cadre théorique qui est quand même vachement conséquent. En fait, nous aurions des perceptions différentes en ce qui concerne la compétence et l'intégrité. Globalement, une faute dans la compétence est moins importante qu'une faute dans l'intégrité. Et donc là, en fait, ce qu'on comprend, c'est que la moindre faute dans l'intégrité, d'ailleurs j'ai même fait un petit paint, comme ça va venir résumer les choses. Il faut imaginer qu'en fait on a des informations sur la personne en ce qui concerne ses compétences ou son intégrité. Donc là on peut prendre l'exemple, par exemple, je sais pas, par exemple à une matière, un contrôle, genre par exemple au collège ou au lycée, n'importe. Donc le thème de compétences, on peut imaginer par exemple que c'est une note. Donc imaginons que la personne ait 20 sur 20 à un contrôle et 8 à l'autre. Disons que la partie 20 sur 20 va être plus importante, va être perçue de façon plus importante que la note 8 sur 20. Ce qui fait qu'on va, malgré la même quantité d'informations, continuer de penser que la personne reste intelligente, malgré qu'elle ait eu un 8 sur 20 par exemple. Donc, ce que ça montre en fait, c'est que la part positive des informations sur la compétence est en fait plus dense, plus importante que la partie que les informations négatives, pardon. Pour ce qui est de l'intégrité, ça serait le contraire en fait.
Donc, on peut prendre l'exemple encore une fois d'un contrôle. Si la personne triche une fois dans le contrôle, ça va être beaucoup plus impactant que de savoir qu'elle n'a pas triché à un autre contrôle. Donc globalement, ce que ça veut dire, c'est que il suffit que la personne triche une fois pour avoir en fait un peu l'étiquette du tricheur, quoi. Et là, ce qu'on voit en fait, c'est que la part des informations négatives de l'intégrité est perçue comme, enfin, est beaucoup plus importante que la part positive dans l'intégrité. Donc suite à ça, il y aurait en fait des comportements, enfin une réponse meilleure à avoir en fonction justement que si c'est l'intégrité ou la compétence qui est remise en jeu. Si ce serait la compétence, il faudrait mieux s'excuser. Pourquoi? Parce que tu as fait une faute, et du coup ce n'est pas grave, c'est un peu, comment dire, c'est... On peut pardonner cette faute d'incompétence, entre guillemets. Au contraire, si c'est l'intégrité qui est remise en cause, le poids va être tellement lourd de cette remise en cause de l'intégrité, qu'en fait, l'excuse ne suffira pas, la responsabilité va être trop lourde, et en fait, il faut mieux, au point où on en est, en fait, il faut mieux être dans le déni plutôt que d'avouer qu'on est responsable de ce... que d'avouer notre responsabilité, quoi. Donc c'est vraiment à cause du poids, euh, de la différence de poids dans la perception. Alors, on va enfin quitter ce cadre théorique, et là, on va juste un tout petit peu parler d'une étude pilote qui a été faite, qui en fait, juste pour prouver en fait qu'il y a bien en fait une diminution de la confiance, même si c'est un simple soupçon qui a été donné. Donc, il suffit qu'on soupçonne qu'il y ait une violation d'une attente ou d'une confiance pour venir baisser cette confiance. Donc, un soupçon, je rappelle, c'est vraiment quand il n'y a pas de preuve. Et donc, globalement, en fait, il y a eu différents scores. Il y a eu, enfin, que je parlerai dans l'étude 1 qui sont là surlignés. Et donc, en fait, en mettant ce soupçon en avant, ce soupçon comme quoi la personne serait indigne de confiance, il y aurait une baisse des scores et donc une augmentation de la méfiance. Donc ça, c'est l'étude pilote, comme quoi, en fait, pour résumer, un soupçon suffit pour diminuer la confiance. Alors, pour l'étude 1, les auteurs ont fait deux hypothèses. Attendez, genre. Hop, me revoilà, je viens de voir que on a fait 17 minutes. Oh là là, ça va être long. Alors, du coup, pour la première étude, les auteurs ont posé deux hypothèses. Et donc, la seule différence entre deux hypothèses, c'est en fait, c'est sur la croyance, sur les croyances de confiance. Donc l'hypothèse A, en fait, c'est en gros, en ce qui concerne les croyances de confiance, alors que la partie 1B, c'est sur les intentions de confiance. Donc c'est la partie, est-ce que je suis prêt à prendre des risques pour prouver, en fait, enfin, pour vérifier qu'il est bien digne de confiance. Et là, la croyance de confiance, c'est est-ce que cette personne, je l'estime comme digne de confiance ou non. Et donc dans l'hypothèse 1A, ce que les auteurs viennent de poser, c'est qu'en fait, et puis dans l'hypothèse 1B aussi, c'est que ce soit en ce qui concerne les croyances ou les intentions de confiance, celle-ci serait plus grande si une personne s'excuse après une supposition d'une violation de la confiance par compétence, plutôt que s'il dénie. Et au contraire, si c'est l'intégrité, et qu'il dénie cette intégrité qui est soupçonnée, ce manque d'intégrité qui est soupçonné, il aurait en gros de meilleures croyances, enfin non, on le percevrait comme plus digne de confiance et on aurait plus l'intention de tester notre confiance que si il vient s'excuser de son intégrité et ainsi venir dire qu'il est responsable par exemple d'un manque d'intégrité. Je sais pas si c'était très clair là. Alors, après là j'avoue que c'est un peu... Là je trouve que c'est plutôt bien résumé comme ça, à l'écrit tout simplement. Donc, pour l'opérationnalisation de leur étude, les auteurs ont pris une vidéo avec une femme qui recherchait un emploi dans un cabinet comptable. Cependant, un fait lui est reproché, donc encore une fois, juste des soupçons, oui.
un fait lui reproché, donc il n'y a pas de preuve que c'est vraiment été commis. Et en gros, globalement, elle va devoir s'expliquer par rapport à ce fait reproché. Donc là, il va y avoir un plan 2x2, donc un plan type de condition de violation, condition réponse. Et donc pour ça, on va prendre 200 participants dans le rôle de manager, entre guillemets, où en fait, ils voient la vidéo où il y a une interview par rapport à ce fait reproché, et puis à la fin, ils doivent remplir un questionnaire. Donc en fait, ce qui est reproché à cette femme en recherche d'emploi, c'est qu'elle aurait mal rempli une fiche d'impôt qui viendrait sous-estimer le capital de son ancienne entreprise. Autrement dit, de cette façon-là, son entreprise payera moins d'impôts. Et donc, il y a il y a la condition de violation. Donc, est-ce qu'on soupçonne que ce qu'elle a fait c'était intentionnel ou est-ce que c'était par manque de compétences? Donc là, directement, c'est en gros dans l'interview, la personne qui vient lui dire euh, si elle pense que c'était intentionnel ou si elle pense que c'était incompétent, hein, de manière un peu plus subtile, quoi. Et dans la condition réponse, c'est la femme, tout simplement, qui fait soit des excuses. Donc, par exemple, elle avoue que c'était une infraction et que du coup, elle ne recommencera pas. Et l'autre modalité, c'est le déni, où en fait, elle met la cause sur l'ancienne entreprise qui lui a. Enfin, que c'était la faute de l'ancienne entreprise et puis que finalement, c'est pas si grave que ça de. Enfin, finalement, c'est pas si grave que ça, voilà. Donc là, en fait, le déni, c'est le contraire des excuses. Il va y avoir différentes mesures, donc la compétence perçue et l'intégrité perçue. Donc là, ça va servir pour les croyances. Donc est-ce que la personne est digne de confiance, selon le sujet. Et pour finir, on a une volonté de prise de risque, l'embauche. Donc est-ce que la personne, sur une échelle de 1 à 7, elle pense que elle va embaucher la personne, donc bien sûr que oui, à définitivement non. Et aussi des petits items sur les responsabilités professionnelles que le sujet est prêt à donner à cette femme en fait. Et donc les trois autres servent pour les intentions de confiance, donc tester en fait si la personne est réellement digne de confiance ou pas. Donc pour ce qui est des résultats, 171 pardon, sur 200 sujets ont bien compris que euh, quel type de violation a été donné et quel type de réponse a été donné. Donc par exemple, donc, sur les 200, il y en a 171 qui ont bien par exemple compris que ah là c'était soupçon intentionnel, excuse, c'était incompétent, déni. Et bien évidemment c'était du intra, donc chaque sujet ne faisait euh, qu'une seule modalité de chaque condition. Et finalement, en fait, je dois avouer que dans les résultats, ils ont fait un coup avec des équations, des codages, des trucs comme ça. J'avoue que ça, c'était la galère complète. Et donc, je me suis juste basé sur la discussion. Donc, j'avoue que là-dessus, c'est pas parfait. Mais globalement, ce que j'ai compris, c'est qu'autrement dit, il y a plus de prise de risque. Donc, en fait, teste si la personne est réellement digne de confiance. Autrement dit, les trois dernières mesures ici en vert. Si la personne est accusée d'un manque d'intégrité et qu'elle est dans le déni, ou si elle est accusée d'un manque de compétences et qu'elle s'excuse. Donc en fait, ça, c'est les deux conditions, c'est deux ensembles de conditions les plus efficaces. Donc autrement dit, il y a moins de prise de risque et donc moins de confiance en fait lorsque la personne est accusée d'un manque d'intégrité et qu'elle s'excuse, ou si la personne est dans un manque de compétences et qu'elle le dénie. Hop. Et on passe maintenant à la deuxième étude, où là, ils vont tester s'il y a toujours une persistance de cette confiance créée, entre guillemets, même après une révélation de l'innocence ou de la culpabilité de la personne. Donc parce que là, la personne, soit elle dénie, soit elle avoue, elle s'excuse, tout ça, mais il n'y avait pas du tout de notion de réalité. Là, il y a la réalité, on dit si la personne était en fait innocente ou coupable. Donc, pour les deux hypothèses, donc toujours pareil, il sépare les hypothèses avec d'un côté
nos croyances si la personne est digne de confiance, et de l'autre côté, nos intentions de tester en fait la confiance de la personne. Et donc en fait, ce que pensent nos auteurs, c'est qu'en gros, si la personne est coupable et qu'elle s'excuse, elle aura en fait, enfin, elle sera perçue comme plus digne de confiance que si elle est coupable et qu'elle dénie. Inversement, si la personne est innocente et qu'elle s'excuse, elle sera perçue comme moins digne de confiance que si elle est innocente et qu'elle dénie. Donc là, il y a une étude en du coup 2 fois 2 fois 2, donc toujours comme avant. Condition violation, condition réponse, c'est les mêmes. Et il y a en plus, du coup, innocence, culpabilité. Donc c'est toujours l'intra-sujet, et il y a eu 444 participants, dont les mêmes que la première étude. Donc la première étude c'était 200, et en fait, dans ces 444 participants, il y avait les 200 premiers de la première étude, plus 244 nouveaux. Et en fait, ce qui change par rapport à la procédure de la première étude, c'est uniquement euh, la connaissance de la réalité, donc si la personne était réellement coupable ou innocente. Et ils disent cette information avant que les sujets remplissent le questionnaire. Donc pour ce qui est des résultats, il y a toujours une différence d'efficacité selon la compétence et l'intégrité. Donc ça, en gros, les résultats sont toujours les mêmes que pour l'étude 1, mais il y a eu une part étendue, au sens où il y a une meilleure réparation si la personne s'est excusée et qu'elle était coupable, et il y a une meilleure réparation si la personne était dans le déni et qu'elle était innocente. Et donc ça vient prouver qu'il y a toujours le maintien d'une interaction entre le type de violation et le type de réponse. Autrement dit, notre perception, est-ce que la personne est une personne de confiance? Donc cette perception-là sera différente suivant le type de violation et le type de réponse. Et on passe maintenant à la discussion générale. Donc globalement, ils ont créé un nouveau modèle grâce à la première étude où ils avaient fait les équations, le codage, tout le bazar. Donc ils ont réussi à créer un modèle, et ils sont plutôt contents de leur modèle. Je trouve que au niveau de se flatter, ils y vont pas avec le dos de la cuillère. Et donc ils ont créé ce petit modèle où en fait il y aurait l'interaction entre la réponse à cette violation supposée, donc excuse ou déni, et le type de violation qui est supposé, donc compétence ou intégrité. Donc ça viendrait suivant si les deux sont complémentaires en fait. Donc compétence, faut mieux s'excuser, intégrité, faut mieux être dans le déni. Donc c'est là que c'est plus efficace. Sinon, ça viendrait en fait diminuer nos croyances, enfin nos croyances sur la confiance de la personne, est-ce que la personne est digne de confiance. Et donc ensuite, là ça serait une variable du coup médiatrice. Et pour finir, oui, ça serait sur les intentions de tester notre confiance. Donc c'est sûr que si on n'a pas confiance à la personne, on a peu de chances de vouloir tester notre confiance. Au travers de, par exemple, lui donner des responsabilités, l'embaucher. Ensuite, ils viennent donner, dans leur discussion toujours, des différents domaines de recherche dans lesquels l'étude pourrait être utile. Donc ils parlent de la perception interpersonnelle. Attendez, je reviens. Hop, me revoilà, oui, je reprends tout de suite. On était du coup à la discussion où ils parlaient de différents domaines où leur étude pourrait être intéressante. Donc ils ont parlé de la perception interpersonnelle, où en fait leur expérience a globalement prouvé cette perception différente entre les informations sur la compétence et les informations sur l'intégrité. Comme quoi, comme la balance que je vous ai présentée tout à l'heure, les informations positives sur la compétence sont plus lourdes que les informations négatives, et les informations négatives sur l'intégrité sont plus lourdes que les informations positives. Ils ont aussi parlé de la gestion de l'impression, donc c'était le Theory of Impression Management, quelque chose comme ça. Donc plus particulièrement aux recherches autour de la partie défensive, où par exemple on cherche à réduire une menace perçue. Donc par exemple, oui, une menace de soi, où en fait, là-dedans, en fait, l'excuse et le déni seraient tout simplement des sortes des tactiques, en fait,
stratégie pour éviter en fait un blâme. Après, qu'est-ce qu'ils appellent un blâme? Un blâme, c'est quoi? Enfin, finalement, blâme, je trouvais ça un peu vague comme terme. Et donc, en fait, pour eux, leur étude est intéressante par rapport à ce domaine, au sens où l'excuse et le déni seraient des tactiques en fait efficaces dans la gestion de l'impression, uniquement pour la violation de confiance. Donc, toujours selon le type de violation, toujours cette interaction que j'ai parlé, compétence, excuse, intégrité, déni. Ils ont aussi parlé des implications pratiques, où typiquement, un même soupçon peut avoir différentes attributions possibles. Au sens où, par exemple, dans leur étude, c'était juste une comptable qui aurait mal rempli une fiche d'impôt, et ben là, c'est un même événement, c'est un même soupçon, mais il y a différentes attributions qui sont possibles. Donc, intentionnel versus incompétence. Donc, c'est le même fait, et un même fait peut être, en fait, tout simplement attribué différemment. Donc, cette expérience vient servir de guide vers des expériences futures, où en fait, ils disent que l'attribution peut être différente, malgré que le soupçon reste le même. Donc, il peut y avoir des différences, des différentes attributions selon les personnes, ce qui fait qu'en fait, il montre l'importance de préciser dans l'expérience ce qui est en fait reproché, si c'est la compétence ou l'intégrité. Et en fait, il montre aussi en fait que, de façon plus pratique, parfois il peut être difficile d'avoir le bon comportement. Donc, est-ce qu'on s'excuse ou est-ce qu'on est dans le déni? Tout simplement parce qu'il faut parfois connaître ce soupçon. Il faut connaître, savoir si le parti méfiant, en fait, a un soupçon vis-à-vis de mes compétences ou un soupçon vis-à-vis de mon intégrité. Donc, toujours par rapport à la même idée, ça peut être la même chose qui est reprochée, mais attribuée différemment. Et donc après, ils disent que ça peut être intéressant. Voilà, j'aime pas trop cette partie-là parce que pour les managers, organisations, pour en gros savoir gérer un peu la diminution de confiance. Mais pour moi, là, on se rapproche limite de la manipulation au sens où, comment bien se comporter pour qu'ils nous fassent toujours confiance, même si on trahit leur confiance. Là, il y a un peu une part presque de manipulation. C'est pour ça que j'aime pas trop. C'est la part de la psychologie sociale que j'aime un peu le moins. C'est un peu presque une part de manipulation, pas des masses, mais il y a une part qui ressemble à ça, quoi. Et pour finir, voilà, parce qu'on va enfin finir sur cette vidéo qui va durer plus d'une demi-heure, je pense, on va parler des limites. Donc ils ont parlé de leurs limites. Donc, tout d'abord, ils ont reproché à leur étude qu'elle était en laboratoire et qu'en fait, c'était tout simplement difficile, selon eux, de faire ça en terrain plus écologique. Tout simplement parce qu'il y avait selon eux des risques de biais, de variables confondues. Ainsi, leur étude a une forte validité interne, mais une validité externe qui reste médiocre selon eux. Et pour eux, en fait, il faudrait tester dans d'autres études avec des terrains plus écologiques, donc par laboratoire, pour voir si si la validité externe est en fait bonne. Ensuite, leur étude est sur un laps de temps court. En fait, on mesure la confiance une seule fois juste après une interview, donc c'est transversal, c'est une étude transversale globalement, où en fait c'est très différent de la réalité, où en fait la confiance en fait c'est au cours du temps, et du coup il se pose la question si ce serait pas utile d'avoir des études plus longitudinales vis-à-vis de cette confiance. Ils ont aussi reproché en fait au fait que la part excuse tennis, ça vient influencer la confiance, et ce qui reste différent de la réparer en fait. Donc on peut influencer une confiance, donc la tirer un peu vers le haut, pardon, sans pour autant la réparer complètement. Et ils ont aussi parlé du problème de l'excuse, où en fait, dans leur excuse, dans leur étude, pardon, l'excuse de la femme comptable, c'est toujours une attribution interne. Donc là, en gros, ils disaient que le problème venait d'elle. C'est de ma faute, j'ai fait une erreur, je m'en excuse. Or, parfois, lorsqu'on s'excuse, on peut donner une attribution externe.
par exemple, désolé, je n'aurais pas dû le faire, j'ai été mal informé. Donc là, on dit que c'est notre faute, enfin, on vient s'excuser, pardon, mais on ne dit pas que c'est notre faute, on donne une attribution externe. Donc on s'excuse pour... pour... Enfin, on s'excuse pas d'avoir... On s'excuse, mais on dit pas que c'est notre faute, on dit que c'est une cause externe, quoi. Et pour finir, juste sur les limites, il parle aussi de l'interculturel, au sens où, voilà, c'est toujours... je crois que c'était des Américains, je sais plus du tout c'était quelle nationalité, je crois qu'ils ont même parlé. Parce que j'ai pas du tout noté si c'était des Américains. Je sais pas du tout. Et du coup, oui, voilà, ils veulent tout simplement tester l'interculturel, voir si euh, cette interaction entre type de violation et réponse de violation reste la même, quelle que soit la culture, que ce soit occidentale, monde oriental, etc., etc. Et ben, la vidéo se termine maintenant. J'espère qu'elle vous aura été utile. Puis je vous souhaite de bonnes révisions. Je vous souhaite bon courage pour cette fin de semestre. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.